Michael ressemble à un client ordinaire du centre commercial Clearview. Grand, sympathique, en chemise boutonnée, cheveux coiffés sur le côté. Un sourire éclatant et un sac en papier qui balance dans sa main. Personne ne pourrait imaginer ce qui traverse son esprit en ce moment. Ces belles et terribles choses. Son plan, le fruit de plusieurs années de préparation et de fantasmes. Et tout le centre commercial, ainsi que tous ses clients qui ne se doutent de rien, était sa toile vierge. Il comprend désormais ce que ressent un contremaître d'abattoir. Regardant tous ces bœufs stupides et ignorants, aucun d'eux n'ayant la moindre idée des pistolets d'abattage, des marteaux et des lames aiguisées qui les attendent derrière la porte. C'est ce qui s'est le plus approché du vrai bonheur pour lui depuis qu'il a étranglé de gardien de prison et est sorti en portant ses vêtements, en sifflant un air joyeux. Il les observe, debout au milieu du flot de clients. Les personnes âgées faisant leur marche dominicale au centre commercial, les familles, les célibataires, les adolescents, les jeunes actifs, viandent, et le voici. Fraîchement évadé d'une prison de haute sécurité à près de 160 km d'ici, le boucher. Michael observe chaque passant avec un calme détaché. Qui sera sa première victime? Toutes les options semblent alléchantes, mais l'une attire particulièrement son attention. Un homme d'affaires portant une mallette parlant dans son oreillette main libre. Il a l'air de s'être fait couper les cheveux récemment, et ça a dû lui coûter cher. Belle montre aussi. Il se dit que cet homme d'affaires est sûr de sa place dans le monde et qu'il est certain d'y rester. Il va bientôt être détrompé de cette idée. Michael plonge la main dans son sac et commence à avancer vers l'homme d'affaires d'un pas long et assuré, réduisant rapidement la distance entre eux. Oui, ça va être bien. Ça va être amusant. Quand il y a moins de 30 cm entre eux, à tout casser, Michael affiche un large sourire. « Bonjour », dit-il, aussi agréable et inoffensif qu'un homme commentant la météo. « Je vais te tuer maintenant. » Il ne bouge pas avec la moindre rapidité. C'est ça qui est étrange. L'homme d'affaires reste simplement là, l'air ahuri, tandis que Michael sort un couteau de chef étincelant de 33 cm de son sac en papier et serre fermement la poignée entre ses doigts. Personne ne bouge ni ne réagit autour d'eux. Les autres continuent simplement à marcher, discuter, vaquer à leurs occupations. C'est exactement comme dans son rêve. Pourquoi cet air si sombre? Tu ne sais pas que tu vas vivre quelque chose de spécial? Michael lance là à l'homme d'affaires au regard vide. J'ai une idée. Commençons par te faire un grand sourire. Michael incline la tête de Cox, plisse les yeux, puis enfonce la pointe du couteau dans la joue gauche de l'homme d'affaires. Même lorsque le sang perle autour de la pointe du couteau et coule le long de la peau de l'homme d'affaires, il ne bouge pas, il ne fait rien. Ce qui lui arrive n'aura pas vraiment d'importance. Après tout, il ne sera qu'un parmi tant d'autres à recevoir un traitement spécial aujourd'hui. Quelques heures plus tard, un cirque médiatique entoure le Clearview Mall. La police installe des barricades et le SWAT arrive en véhicule blindé. Il est incompréhensible que la réaction ait pu être aussi lente. D'après les personnes qui étaient passées devant le centre commercial, elles avaient vu du sang éclabousser les carreaux du sol, entendu des cris terribles, aperçu la silhouette d'un fou gambadant dans les allées, massacrant des gens à sa guise. Personne n'avait rien fait pour essayer de l'arrêter, de le maîtriser ou simplement de le stopper. Des tireurs d'élite de la police sont postés sur les bâtiments autour du centre commercial. Des appels de renfort de toute la ville se font entendre clairement. Près des entrées du centre commercial, le chef de la police locale monte sur une plateforme temporaire près de sa voiture de police avec un mégaphone. Le bâtiment est encerclé. Vous n'avez plus d'option. Pour une issue pacifique, vous devez vous abonner à la chaîne YouTube du Dr Bob et activer la cloche pour recevoir les notifications afin de ne jamais manquer une autre animation SCP cinématographique. Chef, vous avez lu le mauvais script. Tu as raison, nous avons encerclé le bâtiment. Pour une fin pacifique, déposez votre arme et sortez du centre commercial les mains en l'air. Aucun mouvement à l'intérieur, quel que soit l'angle. Nulle tentative de réponse. Juste un tueur sans remords, qui semble agir uniquement pour le plaisir de le faire. Un homme avec qui on ne peut raisonner qu'en usant de plomb. Après quelques instants, le chef de la police autorise l'envoi d'agents courageux et bien entraînés, dont la jeune recrue Cynthia Wallace, pour neutraliser ce chien enragé. Aucun d'eux ne sait à quel point la situation à l'intérieur est déjà monstrueuse. Dès que le groupe enfonce la porte et entre, ils pensent qu'il doit y avoir plusieurs tueurs ici.
comment expliquer autrement un tel niveau de carnage visible ici? Des empreintes rouges de mains et de pieds semblent étalées partout à des angles impossibles. La signature catastrophique d'une explosion artérielle. Et plus il s'enfonce dans le centre commercial, plus la situation empire. D'une manière ou d'une autre, en seulement quelques heures d'activité ici, les corps de plusieurs victimes ont été suspendus au plafond avec des systèmes complexes de cordes. Plusieurs d'entre eux ne sont presque plus reconnaissables comme humains. Plusieurs autres semblent presque avoir de vastes ailes battantes. Ce n'est qu'en y regardant de plus près que les officiers réalisent que ces ailes ont été reconstituées à partir de la peau du dos des victimes. Tous les cadavres au sol semblent presque disposés en une sorte de piste, menant le groupe d'officiers plus loin dans le centre commercial. Ils ont tous leurs armes de poing dégainées, pointées dans différentes directions, espérant maintenir un cercle de visibilité totale et prévenir toute possibilité d'embuscade. Ils voient des cadavres avec des modifications rarement observées hors de l'industrie de la viande. La personne à laquelle ils ont affaire n'est pas seulement un individu dépravé, sadique, mais manifestement quelqu'un de prudent, méthodique et individualiste. Ce n'est pas un crime passionnel, même si le tueur est manifestement passionné par tout cela. C'est le résultat de ce qui doit être des années de planification. Les vitrines des magasins sont brisées et différents cadavres sont laissés affalés ou suspendus à l'intérieur. Un centre commercial n'avait pas eu l'air dans un tel état depuis Zombie. Et d'une certaine manière, même cela paraît insignifiant, lorsqu'ils voient vers quoi le chemin d'horreur semble les mener. La garderie du centre commercial, pour ceux qui veulent laisser leurs enfants et faire du shopping sans limite. Quelqu'un serait-il revenu chercher ses enfants, ou se serait-il arrêté pour les défendre lors de l'assaut? C'est la question que tout le monde se pose en franchissant le seuil et en suivant la large traînée rouge jusqu'à la garderie. Cynthia Wallace, fermant la marche, se dit qu'un endroit comme celui-ci devrait être bruyant. Des rires, un palimpseste d'enfants qui parlent tous en même temps, de puéricultrices qui élèvent la voix pour rétablir l'ordre. Mais il n'y a rien de tout cela, juste un silence oppressant, presque écœurant, qui laisse tout loisir d'imaginer le pire. Uniquement le bruit de leurs pas bottés sur la moquette mouillée. Ils jettent un coup d'œil dans chaque pièce en passant, avançant avec le canon de leurs armes à feu, le doigt sur la gâchette, impatients de tirer. Mais chaque pièce semble vide. Puis il y a un autre bruit, étrange et organique. Un bruit de succion, non, de mastication. Le cœur de Cynthia s'arrête presque de battre dans sa poitrine. Et puis, Michael entre dans le couloir devant eux, la mâchoire se tordant mécaniquement de haut en bas, le visage barbouillé de rouge, les cheveux en bataille et les yeux brillants de plaisir. Il tient encore ce couteau de cuisine de 33 cm, le traînant contre le mur. Il ne laisse paraître aucune trace de peur. Il arrête de mâcher et avale sa bouchée. « Désolé, messieurs, dit-il. Je ne voulais pas vous snober. Je sais juste que c'est impoli de parler à un policier la bouche pleine. C'est juste une question de politesse, vraiment. » Cynthia n'en revient pas de tout ce rouge étalé sur les vêtements de Michael. Il en est trempé et on dirait qu'il s'amuse comme jamais. N'importe quel autre suspect, pris littéralement les mains rouges de sang, s'approchant d'eux avec un couteau, serait déjà criblé de balles à l'heure qu'il est. Il est dangereux, il est armé. Pourquoi ne lui tire-t-il pas dessus? « Je devais faire une pause pour une collation, » Michael dit en se léchant les lèvres. C'est un travail qui donne faim, tu sais, accomplir l'acte suprême de boucherie au XXIe siècle. Et qui mieux qu'un groupe de cochons à abattre? Sans hésiter une seconde, il enfonce la lame du couteau dans le ventre de l'un des officiers, l'enfouissant jusqu'à la garde. L'homme pousse un râle d'agonie, pendant que Michael coupe plus profondément. Pourtant, aucun d'eux ne réagit. Ils ne sont ni figés, ni stupéfaits, ni paralysés. Ils n'ont tout simplement pas l'air d'avoir envie de l'arrêter. S'ils le voulaient, ils pourraient le cribler de balles. Mais en ont-ils envie? Michael ne se dépêche pas une seule fois. Il sait qu'il ne sera pas interrompu. Il sait qu'un véritable chef-d'œuvre dépend autant du temps qu'il prend que du choix de chaque coup de pinceau. Ce dont il est certain, c'est que chacun de ses officiers ressent une douleur impossible à exprimer avec des mots, et qui lui offre en retour une extase que même les plus grands peintres de la Renaissance ne sauraient représenter. Au moment où il a fini de massacrer le reste de l'équipe Placide et qu'il atteint Cynthia Wallace, elle a dû être témoin de choses inimaginables. Ses incés sont tous déréglés. Une partie profonde d'elle veut résister, se défendre, faire appel à son entraînement et briser ce type en deux. Mais la partie d'elle qui en est capable hurle dans l'obscurité quelque part, comme si elle était étouffée sous des couches de déni terribles. Elle est poussée par des désirs qui ne sont pas les siens.
Alors que Michael affiche son sourire carnassier et lève la pointe du couteau de chef vers son œil, la pensée qui traverse son esprit est « C'est justement pour ça que la Fondation m'a placé dans ce fichu commissariat. » Quel que soit le cauchemar qui se déroule ici, il est clairement de nature anormale. Très bien alors, Michael dit, presque en tremblant de joie. On va te relooker, ma petite. Elle endure l'insupportable pendant plus d'1 heure, se faisant enlever tout ce qui autrefois lui donnait l'impression d'être elle-même. C'est un miracle que Michael ne se lasse jamais de cette brutalité. Il en fait partie, comme un poisson dans une eau rouge sang. Mais avant que la mort ne l'emporte, Cynthia retrouve en elle quelque chose qu'elle croyait perdu. La volonté. Pas assez pour lui nuire, mais suffisant pour atteindre le transpondeur de la Fondation SCP à sa ceinture. Un clic envoie un signal d'urgence au site de confinement de la Fondation le plus proche. Soit dit en passant, c'est ainsi que moi, Dr. Bob, j'ai entendu parler pour la première fois de l'affaire très mouvementée et troublante qui allait bientôt être connue sous le nom d'incident de récupération du SCP-668. Parfois, à la Fondation SCP, nous contenons une anomalie sans incident et acquérons ensuite de nouvelles connaissances par une étude approfondie. Parfois, comme ce fut le cas avec le SCP-668, vous apprenez presque tout ce dont vous avez besoin dès la première découverte. Et tout ce que cela coûte, c'est de potentiellement déclencher la fin du monde. Je vais vous laisser apprendre exactement comme nous l'avons fait. Voici ce qui se produit quand un couteau de chef de 33 cm tombe entre les mains d'un tueur en série évadé nommé Michael Novak, également connu sous le nom du boucher de Wichita. En exploitant la capacité anormale du couteau, il a fait du centre commercial Clearview Mall sa maison de l'horreur, un terrain de jeu pour ses massacres rituels. Il ne se doute pas que, grâce à l'appel de détresse lancé par Cynthia Wallace, malheureusement ou peut-être heureusement décédée, un groupe d'agents de la force d'intervention mobile hautement entraînés et spécialisés dans l'application de la loi en milieu urbain est déjà en route. 6 hommes descendent en rappel d'un hélicoptère furtif, pendant que d'autres agents, se faisant passer pour une unité fédérale antiterroriste, tentent de disperser la foule près du centre commercial. Cela implique tout, depuis demander à la police de prendre le reste de la journée de congé, jusqu'à retenir physiquement les proches dont les membres de la famille sont piégés à l'intérieur. Ces personnes, en ce qui concerne la Fondation, sont déjà considérées comme perdues. Quand les agents de la force d'intervention défoncent la verrière et tendent une embuscade à Michael sur la mezzanine de l'aire de restauration, ils braquent aussitôt leur fusil d'assaut sur lui et se mettent en formation de combat. Leur ordre est simple, abattre sans pitié. Ils ont vu les images de la caméra corporelle de Cynthia et savent qu'ils affrontent un prédateur dangereux et inhumain. Pourtant, leurs doigts ne se referment pas sur la détente. Alors que Michael se retourne et commence à rire, il n'arrive même pas à trouver l'énergie de lancer une remarque ou une menace à l'encontre du fou. Il les regarde avec une sorte de curiosité fébrile, comme un chien qui découvre un nouveau jouet à mâcher. Tenant toujours le couteau dans une poigne de fer, il s'avance vers eux. « Vous êtes nouveau, dit-il. Vous n'avez pas l'air de flic ordinaire. Intéressant. Ça va être amusant de voir à quoi ressemblent vos entrailles. » Mes collègues sur le site de confinement prennent une décision difficile à ce moment-là, alors qu'ils regardent ce psychopathe meurtrier s'approcher de leurs agents, d'une manière ou d'une autre, complètement incapables de se défendre. Il n'y a aucun moyen de les extraire. Ils doivent donc plutôt se demander, peuvent-ils offrir à ces hommes et à ces femmes courageux une mort meilleure que celle que Michael leur réserve? Et la réponse, bien sûr, est oui. La plupart des agents des forces d'intervention mobile, mais surtout ceux qui sont les plus susceptibles d'être exposés à des dangers mémétiques, pouvant les amener à agir contre les intérêts de la Fondation, ont une petite capsule explosive implantée dans leur tête. Le personnel de haut niveau sur les sites de confinement de la Fondation peut activer ces explosifs, option jugée la plus humaine face à ce que ferait Michael. Après une série d'explosions, d'autres corps gisent au sol, aux pieds de Michael. Il tremble de fureur d'avoir été privé du plaisir de tourmenter sa proie. Ce n'est pas juste, il hurle. Il n'était pas censé pouvoir m'arrêter. Il n'est pas seulement en colère, mais aussi blessé. Il semble avoir subi de légères brûlures sur la peau à cause des explosions, ce qu'il ne semblait pas avoir anticipé comme étant possible. Une autre pièce du puzzle s'ajoute, comme lorsqu'un avion de la Fondation reçoit l'autorisation de larguer des tonnes d'explosifs sur le centre commercial. Mais lorsque l'ordre arrive, le pilote se retrouve incapable de larguer la bombe. Il n'en a tout simplement pas envie. Il ne sait même pas pourquoi. C'est comme une pensée étrangère qui s'insinue dans son esprit. Et c'est à ce moment-là que moi-même et l'un de mes estimés collègues, le Dr. Gears, avons commencé à élaborer une hypothèse de travail, une théorie qui nous donnerait la clé pour mettre fin à ce cauchemar. Il semblait que quelque chose chez Michael Novak projetait une sorte de champ d'apathie, un effet mémétique qui empêchait toute personne attaquée par lui de résister.
Toute personne proche de lui devenait incapable d'intervenir ou de l'arrêter. Mais comme c'est souvent le cas dans n'importe quel combat, Michael Novak avait révélé sa plus grande faiblesse en dévoilant sa plus grande force. Alors qu'il semblait clairement apprécier le fait qu'aucun des membres de la force d'intervention mobile n'était capable de lui faire du mal, il avait été blessé par l'explosion accidentelle qui avait tué les agents sans souffrance inutile. En d'autres termes, l'effet anormal que Michael produisait ne pouvait pas altérer la réalité. Il ne pouvait altérer que les esprits. Il pouvait donc être blessé, mais pas par quelqu'un essayant directement de lui faire du mal. Maintenant, la partie débutait réellement. Comment pouvez-vous tuer un psychopathe sans essayer de le tuer? Dans ce cas, nous avons décidé que la meilleure chose à faire était d'utiliser une anomalie pour en attraper une autre. SCP-061, un système de contrôle mental acoustique que nous utilisons pour pacifier et exploiter certains des membres les plus instables du personnel de classe D. Nous en avons réquisitionné beaucoup et divisé en 3 groupes: les ouvreurs de gaz, les poseurs de charge et les équipes de diversion. Nous avons d'abord envoyé des éléments de diversion, des membres du personnel de classe D chargés d'attaquer et de maîtriser physiquement Michael en pleine folie meurtrière. Nous savions qu'ils ne pouvaient rien lui faire, et ils se sont aussitôt retrouvés piégés par ses capacités anormales. C'était encore un cas où nous avons exploité les faiblesses de Michael, un sadique compulsif et ritualiste, incapable de résister à l'envie de prolonger le supplice de chaque victime, cherchant à infliger un maximum de douleur. Cela assurait qu'il reste au centre du centre commercial, là où nous le voulions, pendant que les ouvreurs de gaz et les poseurs de charge agissaient. L'essentiel sur ces 2 groupes, c'est qu'aucun ne devait jamais savoir que Novak existait. S'ils le découvraient, l'anomalie se déclencherait et ils ne pourraient pas accomplir leur tâche. Mais tant que l'existence de Novak restait secrète, ils échappaient à l'emprise de son immense pouvoir et faisaient bien leur travail. Les agents chargés de provoquer les fuites devaient atteindre chaque point d'accès au gaz naturel et ouvrir les valves, laissant échapper un gaz dangereux et inflammable dans le centre commercial. En parallèle, les poseurs de charge installaient des bombes à détonation à distance, version agrandie des capsules implantées dans la tête des agents. Tandis que Michael s'abandonnait à sa soif de sang en s'acharnant sur les diversions, nous avons discrètement évacué le reste du personnel de classe D. Et je dois dire que c'est avec une immense satisfaction que j'ai ordonné à un chercheur qui ne se doutait de rien de presser le bouton de détonation. J'ai vu le centre commercial exploser, arrachant la chair des os de Michael, comme il l'avait fait à d'autres. Mais cette fois, ce fut heureusement rapide. Quand la poussière est retombée, nous avons trouvé la lame, le véritable SCP-668, le couteau de chef de 33 cm. Elle a été placée dans une boîte renforcée en alliage télékill et emmenée sur le site de confinement même où j'enregistre cette vidéo. Comment elle a été créée ou comment elle est tombée entre les mains diaboliques de Michael Novak reste encore inconnu. C'est un objet anormal, vraiment diabolique. En plus de générer un champ d'apathie lorsqu'il est entre les mains de quelqu'un ayant des intentions meurtrières, il décuple ses tendances psychopathiques. À mon avis professionnel, à la fois en tant que chercheur pour la Fondation SCP et en tant qu'être humain, c'est un couteau qu'il vaut mieux laisser rouiller dans son bloc à couteau. Maintenant, découvrez la maison des marionnettes humaines, SCP-1098-RU.